Canis familiaris, ou la première espèce animale que l'homme ait apprivoisée, pour découvrir plus tard, parmi ses ramifications, son plus fidèle compagnon, le chien. Depuis les dizaines de milliers d'années que notre habitat évolue, de la grotte au village, à la ville, à la grande agglomération, puis à la grande banlieue, le chien a toujours fait preuve à notre égard d'une affection et d'une fidélité auxquelles nous n'avons pas toujours su répondre. Bien sûr, le chien reste avant tout l'être que nous aimons dorloter, bichonner, soigner, quelquefois même à outrance, quand on ne voit pas en lui un véritable héros. Tour à tour employé, assistant, gardien ou simple compagnon selon ses prédispositions, il incarne l'animal qui nous a élus pour qu'on le chérisse et sans qui notre vie manquerait sans doute d'une certaine consistance. S'il y a des temps ancestraux que nos chiens ne se comportent plus en prédateurs sauvages, leurs canines continuent de témoigner d'un aïeul commun à toutes leurs variétés. Du joujou miniature à l'imposant mastif, nos chiens domestiques descendent d'une même créature, le loup. Il semble que le premier contact préhistorique entre hommes et loups se soit effectué par le biais de la chasse. Récupérant les proies abattues par les premiers hommes, le loup se serait peu à peu accoutumé à vivre dans l'environnement des chasseurs. C'est incroyable de voir à quel point deux espèces aussi différentes que l'homme et le loup peuvent avoir des comportements sociaux similaires, comme par exemple en matière d'éducation des enfants. Il y eut certainement un premier chasseur pour amener à son camp un bébé loup. Au fil des millénaires, cette première domestication se serait transformée en un élevage de type sélectif, visant à ne retenir que les individus les plus aptes à collaborer à la subsistance de l'homme. Exploité à l'origine pour son assistance, l'animal aurait évolué peu à peu en un fidèle ami. Il fallait qu'il y ait à la fois une relation forte d'éducation et un rapport d'empathie entre les deux espèces pour que le loup accepte de se laisser imprégner par l'homme. Ça ne pouvait évidemment se faire qu'avec des bébés animaux et je suppose que la tâche revenait aux femmes. Au Paléolithique, l'homme aurait utilisé les petits dès leur sevrage pour en faire des compagnons de chasse ainsi que des gardiens capables de les avertir de l'approche d'ennemis et de prédateurs. Plus tard, avec les balbutiements de l'agriculture, l'ancêtre du chien se serait transformé en gardien et meneur de troupeaux d'élevage. La découverte d'ossements fossilisés de chiens laisse penser que la domestication de l'animal aurait eu lieu au Moyen-Orient ou dans le sud-ouest asiatique il y a quelques 14 000 ans. Des vestiges archéologiques qui font du chien le premier animal à avoir été apprivoisé, en même temps qu'ils confirment déjà à cette époque une dissociation physique entre la race du loup et celle du chien. La dentition du chien s'avère en effet plus petite que celle du loup. Si le chien a un museau plus court, celui du loup est plus allongé. D'autre part, le front du chien paraît un peu plus protubérant que celui du loup, à l'inclinaison plus douce. Un constat qu'une étude récente contredit pourtant de manière étonnante, en suggérant que le chien n'aurait pas été domestiqué il y a 14 000 ans, mais il y a au moins 100 000 ans. À Los Angeles, les chercheurs de l'Université de Californie ont étudié de près les similitudes relevées entre les séquences ADN de loup gris et celles de plusieurs variétés de chiens. Parmi tous les types de chiens étudiés, on s'est retrouvé avec une telle multitude de séquences et si différentes les unes des autres qu'on en a déduit que beaucoup plus de temps qu'on imaginait s'était écoulé depuis cette fameuse première domestication. Ces résultats indiquent d'une part que des peuplades plus anciennes aient pu utiliser le chien pour des tâches différentes de celles d'ethnies plus récentes, et d'autre part que l'animal en question devait ressembler davantage au loup. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 12, 13 ou 14 000 ans, le processus d'élevage sélectif mené par l'homme a modifié brutalement l'aspect physique de l'animal. En croisant telle variété choisie avec telle autre, on a abouti à une explosion de physique différente.
Pourtant, certaines races nous donnent un aperçu des premiers chiens préhistoriques, comme le dingo sauvage d'Australie ou le chien chantant de Nouvelle-Guinée, célèbre pour le timbre particulier de son hurlement. Le Basenji muet, aux origines africaines, et le Mexicain sans poil, appelé Cholo Escuintle par les Indiens d'Amérique centrale. Une multitude de dessins témoignent de l'omniprésence du chien sous l'Antiquité. En Égypte, il incarne aussi bien l'animal de compagnie des palais aristocratiques que le chien de chasse ou le chien de garde des ouvriers. Pour la plupart, les noms qu'on leur donnait étaient assez semblables à ceux d'aujourd'hui, Blackie, Spot, Pixie ou Réglisse. Il est clair que les Égyptiens éprouvaient beaucoup d'affection pour leurs animaux de compagnie. On lui prête également un pouvoir mystique avec le culte religieux d'Anubis, dieu funéraire chargé d'introduire les morts dans l'autre monde. Dans la Rome antique, l'énorme molosse, dressé au combat et ancêtre de notre mastif, incarne la mort frappante au champ de bataille, tandis qu'on l'utilise comme garde du corps dans la vie civile. Ainsi, certaines familles pompéiennes affichent-elles sur leurs portes « Cave canem », le latin pour « prenez garde aux chiens ». Dès l'an 1000 avant Jésus-Christ, la cour impériale de Chine s'entiche du hapa, petit chien trapu au nez écrasé. Avec le maltais en provenance de l'Empire de Rome, il donnera naissance au fameux pékinois, dont les domestiques de la cour s'évertueront à brider la croissance en enfermant les chiots dans de minuscules cages, ainsi qu'à leur écraser le museau à l'aide d'un bâton. Ce chien est apparu comme un chien tout à fait atypique, comme on n'en avait jamais vu auparavant, et c'est lui qui a donné l'impulsion pour l'élevage des petits chiens de race. Bien avant qu'on ne fixe par écrit les critères d'appartenance à telle ou telle variété, la distinction entre chiens s'effectue simplement par leur taille. On parle de petits ou de grands chiens. En 1920, on découvre dans une grotte d'Arizona les restes momifiés de 2 chiens natifs d'Amérique, dont on estime qu'ils reposaient là depuis environ 2000 ans. L'un d'eux, de la taille d'un collet, est plus grand que l'autre, qui rappelle un terrier. On avait des grands chiens qui étaient des chiens de plein air et aussi des chiens de labeur parce qu'ils étaient assez résistants. Et puis, on avait des petits chiens capables de chasser des rongeurs, mais aussi de rester à la maison comme animaux de compagnie. Cette différenciation s'est effectuée certainement assez tôt. Au XIIe siècle, les cours royales d'Europe opèrent une première distinction entre races en décrétant que seule la noblesse a le droit de détenir pour ses chasses mastifs et lévriers, les 2 variétés de grands chiens de l'époque. Si vous aviez un mastif sans faire partie de la famille royale, on pouvait éventuellement vous accorder une dérogation. Mais il vous fallait alors couper les 3 griffes de votre chien, de sorte qu'en forêt, il n'y ait aucun risque qu'il blesse les cerfs réservés aux chasses royales. C'est ainsi qu'on commence à distinguer l'animal de race de l'animal hybride ou bâtard. Cette dissociation va traverser le Moyen-Âge et la Renaissance pour perdurer jusqu'au temps moderne, où l'on identifie une classe sociale humaine au type de chien qui s'affiche à ses côtés. Tandis que les aristocrates sélectionnent leur propre race, les paysans dressent les leurs au travail. Il existait toute une classe ouvrière de chiens qui trimaient littéralement pour leur maître, notamment pour tourner inlassablement les roues qui actionnaient les broches des rôtissoirs ou les pompes à eau, ou qui servaient à baratter le beurre. D'autres servaient à tracter les charrettes qui livraient la marchandise comme le lait. L'année 1576 marque un premier effort pour recenser par écrit les différentes catégories de chiens. Dans son traité des chiens anglais, le médecin britannique Johannes Caius classe les chiens en fonction de la tâche qu'on leur confie. Chiens affectés à la chasse, chiens affectés au service en cuisine, chiens dénicheurs de proies dans les tanières et les terriers, chiens de garde et chiens de combat. Des variétés puissantes et corpulentes comme le mastif se rendront utiles aux conquistadors espagnols du XVIe siècle,
dans leur conquête du Nouveau Monde. En effet, les Indiens d'Amérique, misérablement vêtus et primitivement armés, auront au fait de céder aux mâchoires acérées de ces molossoïdes entraînés à tuer. L'un de ces mastifs, du nom de Bessario, jouera même un rôle clé dans la conquête de Porto Rico par son maître Ponce de León, alors que le chien vient de succomber à ses blessures et que les soldats s'appliquent à terre sa mort. Il avait acquis une telle réputation auprès des Indiens qu'il a suffi qu'on les menace d'amener Bessario pour qu'il capitule. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, navigateurs, soldats et colons européens traversent les océans avec leurs chiens et rapportent de leur long périple d'autres races, accélérant ainsi l'hybridation de l'espèce canine. Le début du XIXe siècle voit aux États-Unis et en Europe l'émergence d'une classe moyenne typiquement urbaine et avec elle un tout nouveau concept, le chien animal de compagnie. Cette habitude de partager notre domicile avec un chien est par conséquent un phénomène récent. Attirés par les perspectives alléchantes de la ville, comme un emploi stable en usine et un logement à bon marché, de nombreux paysans accompagnés de leurs chiens abandonnent à cette époque les campagnes. C'est à ce moment-là qu'un tas de grands chiens, habitués à vivre en plein air, se sont retrouvés enfermés dans des appartements. Cette nouvelle classe se plaît à imiter l'aristocratie en s'entourant elle aussi de compagnons canins. On décide de ne plus définir les races selon les fonctions assignées aux chiens, mais plutôt sur leurs critères physiques, tandis que l'élevage à base de sélection voit l'apparition de nouvelles variétés. Depuis quelques années, on assiste à une nouvelle tendance qui consiste à choisir une race pour essayer de la scinder en plusieurs variantes possibles. Par exemple, le Retriever à poil bouclé a donné le Retriever à poil plat, qui est noir, et le Golden Retriever, qui est roux. En fait, il s'agit au départ du même chien, mais avec une couleur de poil différente. Personnellement, je vois dans cette démarche une certaine dévotion, une certaine ferveur créatrice du genre « j'ai créé cette race » ou bien « j'ai perfectionné cette race ». À partir de la moitié du XIXe siècle, les éleveurs et vendeurs professionnels de chiens issus de cette nouvelle classe moyenne souhaitent pouvoir faire admirer au grand public ces fameuses créations qui sont les leurs. C'est ainsi qu'en 1859 apparaissent aux États-Unis et en Europe les premières grandes expositions canines. Ces manifestations existaient déjà auparavant, mais elles restaient localisées au pub. Ça donnait d'ailleurs des fêtes assez arrosées et pas toujours très claires. À partir des années 1860, on a donc voulu donner une connotation différente à ces expositions, ainsi qu'une certaine envergure, et on a formalisé la chose en se concentrant sur l'apparence physique des chiens et sur leur pédigré. Les premiers chenils d'élevage voient le jour avec leur inventaire précis des critères physiques types pour chaque variété. On se met à inscrire dans des registres appelés studbooks les données historiques et statistiques de la lignée de chaque chien. La Première Guerre mondiale marque un virage brutal dans le sort plutôt paisible de l'espèce canine. 75 000 chiens de guerre sont enrôlés pour tracter les charrettes, partir en reconnaissance ou bien servir de sentinelles. Si les États-Unis ne disposent encore d'aucune unité spécialisée dans les chiens, un brave clébard du nom de Stabby s'apprête à lui servir de héros de guerre canin. En 1916, on le trouve errant dans un camp d'entraînement du Connecticut, embarqué clandestinement par le 102e régiment d'infanterie à bord du paquebot qui fait route vers la France. Stabby se distinguera sur le front pendant 18 mois. C'est un chien dont on sent qu'il a tout fait pour devenir le vrai chien de soldat au sens le plus noble du terme. Il était capable d'alerter les troupes d'attaque imminente au gaz moutarde. C'est lui aussi qui prévenait de la présence de tireurs embusqués. Une fois, il a même rattrapé par la peau des fesses un espion allemand en train de sortir en douce des dossiers secrets contenant des cartes stratégiques. Stabby sera blessé à 2 reprises et soigné dans un hôpital parisien aux côtés d'autres soldats. Sur place, il continuera de leur témoigner son dévouement aussi touchant qu'exceptionnel.
Il descendait de son petit lit et il traversait les couloirs en clopinant pour rendre visite à ses camarades soldats dans les autres chambres. C'est d'ailleurs là que les médecins se sont aperçus de son effet thérapeutique sur les malades. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, l'armée incorpore officiellement des chiens dans ses rangs. En 1942, l'armée américaine instaure le premier programme officiel de dressage de chiens-soldats destiné à aider les troupes sur le front. Une organisation bénévole, les Chiens de la Défense, se charge de mettre sur pied une campagne nationale d'enrôlement de chiens-soldats. Quelques 20 000 chiens offerts par des civils et patriotes américains formeront bientôt le premier régiment canin du pays. Leur mission, porter secours, transporter des pactages, attaquer les parachutistes. Fidèles jusqu'à la mort, nos chiens soldats prouvent qu'ils sont bien le meilleur ami de l'homme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a ainsi incorporé quelques 15 000 chiens soldats. Quelles que soient les guerres auxquelles ils ont participé, ils auront permis de limiter considérablement les pertes humaines. On estime par exemple que pour la seule guerre du Vietnam, 3000 chiens éclaireurs et sentinelles auront sauvé ou épargné quelques 10 000 vies. Aucune technologie n'a encore permis de se passer du chien. Il a un odorat et une acuité auditive bien supérieure aux nôtres. Demandez aux soldats de n'importe quelle guerre ce qu'ils en pensent. Ils vous diront tous que seule leur certitude de pouvoir dormir en paix la nuit, c'était lorsqu'ils avaient placé des chiens en faction, qui était le seul moyen de percevoir dans l'obscurité tous les dangers possibles. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale voient un véritable boom du chien dans les foyers américains. De retour du front, les soldats s'entichent avec leurs familles de ces sympathiques compagnons qui ne demandent qu'à être choyés. Hé les chiens, regardez ce que Gens vous a mijoté. Le premier plat préparé pour chiens dignes de ce nom. Pour répondre à la demande croissante, une nouvelle industrie voit le jour, l'alimentation pour chiens. Les boîtes de chez Gens, votre chien vous en donnera des nouvelles. Apparaissent les premières campagnes, cherchant à convaincre les propriétaires qu'il n'y a pas plus équilibré que les repas en conserve élaborés scientifiquement. Ce qui fait toute la différence, la vraie sauce au jus de viande de Gravy Train. Ces campagnes ont marqué 2 générations entières, pour qui il n'était pas question de nourrir leurs chiens autrement qu'avec des conserves ou des croquettes. Et ce bon goût de bœuf. Exigez le nouveau Gravy Train pour votre chien. Au vrai jus de viande. Ce programme vous est présenté par la Commission républicaine de l'État de New York pour la candidature du sénateur Richard Nixon. En 1956, le chien fait même une incursion dans la campagne de Richard Nixon, alors candidat à la vice-présidence du pays. Dans une allocution télévisée, Nixon répond à une polémique en réaction au cadeau reçu d'un sympathisant. Et savez-vous ce que c'était? Un adorable petit cocker qui avait fait tout ce trajet depuis le Texas dans une caisse. Noir, tacheté de blanc, notre petite Tricia de 6 ans l'a prénommé avec beaucoup de poésie « Jeu de dames ». Vous savez comment sont les enfants avec les chiens, ils les adorent. Alors, je voudrais juste vous préciser une chose très simple. Malgré tout ce qu'on a pu entendre sur ce chien, oui, nous allons le garder. Le chien, aux côtés d'un candidat, incarne d'une façon ou d'une autre la preuve concrète que ce candidat est comme nous, humain et capable d'aimer. Depuis George Washington et ses 37 chiens, presque tous les présidents des États-Unis ont affiché leur faible pour l'espèce canine. Pour quelles raisons profondes ces hommes politiques s'entourent-ils aussi bien? Peut-être la remarque de l'ancien président Truman nous met-elle sur la voie. Si vous cherchez à vous faire un ami à Washington, adoptez un chien.
Il était prévisible qu'hommes et chiens finiraient un jour par partager les mêmes loisirs. Au début des années 70, le frisbee s'impose aux États-Unis comme le divertissement favori des cynophiles. L'inspiration de ce futur sport national viendra de l'Ashley Whippet, une variété célèbre à l'époque pour ses remarquables aptitudes au saut. Depuis cette épopée du disque en plastique, l'Ashley Whippet a laissé aux États-Unis son fameux championnat du monde de frisbee canin, une compétition annuelle mettant l'accent sur les performances athlétiques des concurrents et sur leur talent à divertir le public. Les propriétaires qui ont le plus de succès sont ceux qui ont compris qu'il fallait que ça reste avant tout une belle partie de plaisir. C'est seulement là que l'animal a envie de se dépasser. La finale de la Coupe du Monde, qui se tient tous les automnes à Washington, se constitue d'une épreuve dite de figure libre et d'une épreuve de distance. Chaque chien y est noté pour la hauteur de ses sauts, pour son agilité, son sens de la mise en scène et pour le niveau de difficulté des figures accomplies. Toutes les races peuvent concourir à condition que les individus aient une vue perçante ainsi que de l'énergie à revendre, qu'ils courent vite et qu'ils fassent preuve d'entraînement. Je l'entraîne au moins 5 jours par semaine pendant 1 heure minimum. Ça la maintient en forme. Chaque fois qu'il doit retrouver un certain niveau, un chien doit se mettre en condition, exactement comme un athlète qui a besoin de s'entraîner, par exemple pour un triathlon. Nous continuons aujourd'hui de solliciter le chien comme par le passé. Tour à tour gardien de troupeau, gardien tout court ou fidèle compagnon domestique, le chien a su trouver de nouvelles fonctions extrêmement utiles. Chien spécialisé dans la détection de drogue ou d'explosifs, chien assistant auprès de personnes handicapées ou chien thérapeute qui savent faire des merveilles contre la solitude et la souffrance. Ces métiers récents du chien marquent aussi un progrès considérable dans le sens qu'ils officialisent notre reconnaissance des talents qui leur sont propres. Gentil, gentil. C'est magnifique. Il a pris un coup de soleil. Tout ce qu'ils attendent de vous, c'est votre amour. Tu as eu le premier prix. Ils ont un sens aigu de l'humour. Moi, je dis qu'il existe presque une race pour chaque type de personne. Grand modèle, petit modèle, au poil ordinaire ou sophistiqué. Chien saucisse et brave toutou. Certains prévus pour travailler, d'autres pour défiler, d'autres encore pour nous divertir. Plus de 400 variétés différentes, parmi lesquelles une au moins correspond certainement à vos goûts et à votre style de vie. Aux États-Unis, le club des chenils d'élevage américain fait office de bureau d'état civil pour plus de 140 races pures de chiens, c'est-à-dire de chiens dont on connaît la généalogie et dont les deux parents proviennent de la même variété. Ce club a répertorié 7 groupes officiels de races: les molossoïdes, des chiens de montagne, les chiens d'arrêt ou rapporteurs de gibier, les petits chiens d'agrément et de compagnie, les chiens courants hors chasse et autres races, les terriers, les chiens dits courants et les chiens de berger. Lui, c'est un collet barbu. Il faut toujours avoir un pas d'avance sur eux parce que sinon, c'est eux qui vous traînent. Voici un kelpie australien. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est très sympa à avoir chez soi. Lui, c'est un poulie. C'est un chien de berger hongrois. Le groupe des chiens de berger compte quelques-unes des plus anciennes races de chiens, du collet classique en passant par le berger anglais ancestral, plus connu sous le nom de bobtail, au surprenant cow-boy Rasmot, le Welsh Corgi. Le chien de berger a été conçu pour travailler en étroite collaboration avec l'homme dans la conduite et l'encadrement du petit et du gros bétail. Il est probable que sans son aide, les grandes étendues agricoles que l'on voit dans nos campagnes n'auraient jamais vu le jour.
Si vous me demandez si ces chiens, comme le chien de berger, aiment leur boulot, je vous répondrai oui, tant qu'on les nourrit bien et qu'ils peuvent s'assurer des rapports sexuels. Il n'a pas beaucoup d'énergie. Quand vous rentrez le soir, il va vous montrer 10 minutes qu'il est content de vous voir et après il se couche près de vous. Moi, j'aime leur tempérament très doux, très patient avec les enfants. C'est un Terre-Neuve. Il n'y a pas plus balèze. Le groupe des molossoïdes et chiens de montagne s'est toujours révélé indispensable à l'homme. Ces chiens se distinguent notamment par leur talent à porter secours, à surveiller les animaux d'élevage et à se montrer vigilants et féroces dans la protection de leur foyer. Redoutablement intelligents, ils font également de fidèles compagnons. Stop, j'ai dit stop, tu arrêtes, oui? Le mastif est l'une des plus anciennes variétés de ce groupe. À son arrivée en Angleterre, Jules César fut accueilli par une armée entière d'ancêtres de ce chien. Celui dont nous avons hérité descend du puissant mastif que César rapporta à Rome pour le faire combattre dans les jeux de cirque du Colisée, ainsi qu'aux côtés de son armée. Pourtant, quelques variétés plus récentes, faisant partie de ce même groupe, ont été totalement conçues par l'homme. Depuis 100 ans, le Doberman Pinscher, par exemple, est l'aboutissement du travail minutieux de Louis Doberman, qui vivait à Dortmund en Allemagne. Il a pris comme ça un Rottweiler, un lévrier, et puis un chien d'arrêt espagnol et quelques terriers. Et il a construit tout doucement le Doberman Pinscher. Alors, les premiers que nous allons vous montrer dans ce groupe sont les Doberman Pinscher. Les molossoïdes et chiens de montagne proviennent des 4 coins de la planète et comptent des variétés aussi diverses que le berger sibérien, le Saint-Bernard, des Alpes suisses, le chien de montagne des Pyrénées françaises et l'Akita du Japon. Les chiens de chasse sont pour la plupart originaires d'Europe. Ils sont à la fois très intelligents, très affectueux et très fidèles. C'est des chiens super. Chiens d'arrêt et chiens rapporteurs de gibier ont toujours été les fidèles compagnons des rentiers et grands propriétaires. Grâce à leur instinct en alerte sur tout type de terrain, les chiens d'arrêt comme les setters, les pointers et les épagnols demeurent les plus célèbres de leur catégorie. Avant qu'on ne développe le fusil de chasse, ces chiens étaient chargés de rabattre le gibier vers leur maître, qui lançait alors un filet par-dessus pour le capturer. Alors que le XVIIIe siècle voit se développer la chasse au fusil, les chasseurs décident de s'entourer d'un chien capable de rapporter le gibier abattu. Et c'est comme ça qu'ils ont élaboré une nouvelle race, celle des retrievers, qui veut dire rapporteur. Parmi les retrievers de grande taille, on a par exemple le labrador qui reste numéro 1 au palmarès des déclarations auprès du club des chenilles d'élevage américain, suivi de près par le fameux golden retriever. Ce sont des chiens extrêmement complets et qui font de magnifiques compagnons. C'est parmi les chiens courants que figurent les variétés les plus anciennement connues. Le Basenji est une drôle de bête, un peu comme un chat dans le corps d'un chien. C'est le seul chien au monde qui n'aboie pas. Si vous voulez un lévrier, achetez-vous un canapé. Il passe un temps fou à dormir. On l'a appelé grignote parce qu'il passe son temps à bouffer tout ce qui traîne. Les chiens courants sont des chiens de chasse qui se divisent en 2 catégories. Les chiens dits de flair, comme le limier, le beagle, et le chien noir et feu qui chasse grâce à un odorat très développé. Et les chiens dits de vue, comme le lévrier afghan, le lévrier européen et le slougi arabe, au poil ras, couleur sable d'Égypte, des variétés à l'acuité visuelle et à la vélocité exceptionnelle. Certains chiens courants ont également été conçus pour chasser un gibier spécifique. C'est le cas notamment du lévrier irlandais, qui se montra si efficace dans la chasse au loup jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'Irlande n'en comptait pratiquement plus aucun spécimen. Le ridgeback rhodésien, dérivé du mastif, du danois et d'un chien originaire d'Afrique et chasseur de lions. Et bien sûr le teckel, élevé pour sa silhouette allongée et basse, lui permettant de se glisser dans les terriers des blaireaux.
C'est son 80e prix et c'est le premier terrier irlandais de l'histoire de sa race. Le terrier a l'avantage de ne pas perdre ses poils et de ne pas traîner d'odeur de chien mouillé. Ces terriers sont des Dandy Dinmont de Grande-Bretagne, qui sont parmi les plus calmes. Ils sont à la fois indépendants, bagarreurs et têtus. Vif et malin, le terrier incarne le petit clown du monde canin. Ce nom de terrier vient évidemment du latin terra. Ce sont des Romains de l'Ancien Empire qui ont écrit à Rome pour signaler qu'ils avaient repéré en Angleterre ce petit chien très particulier, capable de se lancer à la poursuite d'une proie jusque dans son refuge souterrain. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé terra, ou chien de terre. On confie donc au terrier la tâche d'éliminer les nuisibles vivants sous terre, comme les rats, les taupes, ainsi qu'un cousin de l'écureuil, le spermophile, qui se nourrit dans les cultures. Parmi les plus célèbres représentants de la race, le fox terrier spécialisé dans la chasse au renard, le West Highlands White, le terrier irlandais et le terrier d'Écosse. Et voici les plus petits de toute l'espèce canine. C'est un épagnol nain ou papillon dont les oreilles rappellent les ailes d'un papillon. Les chihuahuas ont un tempérament vraiment top. C'est un shih tzu du Tibet. Leur seule utilité sur Terre, c'est leur jolie petite gueule. Ces chiens d'agrément et de compagnie ont été conçus comme leur nom l'indique, dans le seul but de plaire à leurs propriétaires. Beaucoup, comme la levrette italienne, le pincher nain ou le loulou de Poméranie, proviennent de races beaucoup plus célèbres. Leur seul point commun à tous, ce sont des miniatures. Il existe des caniches nains, des épagnols nains et des terriers nains, comme le terrier de Boston. Autant de chiens de manchon, comme on les surnommait, qui eurent beaucoup de succès au Moyen-Âge. C'était des petites miniatures qu'on pouvait transporter facilement. Par exemple, pour éloigner les mouches de soie, elles se posaient sur le chien. Il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas tout ce qu'il y a de plus propre. Ces joujoux leur servaient donc à détourner les mouches. Le pékinois, le carlin, le shih tzu et quelques autres modèles réduits ont été conçus avec un museau volontairement écrasé pour évoquer le visage humain. Ça, c'est un Lhasa Apso que j'adore. Je le lave la veille, le soir, je lui donne un léger coup de fer à repasser très doux, et puis le lendemain matin, je finis de le repasser plus tranquillement. Ce groupe particulier regroupait à l'origine les chiens dits non-chasseurs. Aujourd'hui, il fait office pour le club des chenilles d'élevage américain de catégorie fourre-tout pour les races ne cadrant pas précisément avec les critères des autres groupes. On y trouve de grands chiens, de petits chiens, des chiens courants et d'autres moins courants. Quoi qu'il en soit, d'adorables compagnons parmi les plus affectueux qui soient. Ce groupe est aussi celui qui recense des races parmi les préférées des Américains. Le dalmatien, le charpey, le bulldog, ainsi que les caniches, standards et nains. Mais les registres de généalogie et de critères de ce puissant club américain ne recensent pas toutes les variétés de chiens, loin de là. Parmi les outsiders, beaucoup sont inscrits au livre d'autres organismes tels que le Club des Chenilles Unis ou l'Association américaine des variétés rares. Y figure entre autres races le chien nu mexicain, le chien léopard Catahoula, le chien de l'État de Louisiane, le Spinone, ou chien d'arrêt italien à poil dur, le Czarpolski, ou l'évrier polonais, le Tosa, ou dog japonais sumo, et le roquette chasseur d'écureuils du sud-est des États-Unis. Alors parmi une telle palette de variétés, comment être sûr que l'on choisit le bon compagnon domestique ? Il n'existe pas de mauvaise race ou de bonne race, mais comme c'est le cas chez les êtres humains, il y a de bons et de mauvais individus. Est-il préférable de choisir un chien de pédigré ou un chien de croisement ?
L'idée qui veut qu'un chien de race fasse un meilleur animal de compagnie est complètement absurde. C'est un non-sens absolu. Je recommande avec insistance à quiconque veut se précipiter pour acheter un chien de race de revenir avec non pas un, mais 2 chiens. Si une passion dévorante vous pousse à vouloir vous offrir un Golden Retriever, faites-le. Mais surtout, courez juste après vers un refuge de la SPA, adoptez un 2e chien que vous aimerez en même temps et faites-le savoir autour de vous. Le comportement des chiens nous éclaire sur leur mode de pensée. Leur observation nous livre quelques indices sur les sentiments et les instincts qui les motivent. Si nous percevons le monde des chiens comme une planète insolite et cocasse, c'est parce que leur approche de l'environnement s'effectue selon un mécanisme très différent du nôtre. Les 2 premières semaines de sa vie, un chiot ne réagit qu'à la chaleur et à l'odorat. Sa vue et son ouïe ne fonctionnent pas encore. La 3e semaine marque une étape. Ses yeux s'ouvrent, mais sa vue reste faible. Je considère cette étape comme une période transitoire où ils apprennent à utiliser leurs sens. On peut dire qu'ils ne deviennent complètement opérationnels qu'au bout de 3 semaines, quand ils se spécialisent en quelque sorte par la découverte de leurs parents et de leurs frères et sœurs. C'est à ce moment-là qu'ils intègrent réellement leurs 5 sens, qu'ils deviennent capables de les faire fonctionner ensemble et qu'ils commencent véritablement à se développer en tant que chiens. Le flair des chiens, ou son outil le plus précieux dans sa vie de tous les jours. Il est aux chiens ce que sont nos yeux pour nous. Chez certaines variétés, comme le beagle, l'odorat est très développé. Le fait que l'odorat du chien soit bien supérieur au nôtre s'explique, ne serait-ce qu'en termes physiologiques. Ils ont cette énorme cavité nasale parcourue par un tas de terminaisons nerveuses qui leur permettent de détecter très précisément tout ce qui se passe dans l'air. Certains physiologistes considèrent même que leurs qualités olfactives sont 100 000 fois supérieures aux nôtres. Les chiens sont capables de percevoir des particules moléculaires d'odeur que nous-mêmes ni notre technologie ne peuvent déceler. Avant qu'il ne soit domestiqué, le chien ne pouvait évidemment survivre qu'en chassant. Si aujourd'hui ses canines ne lui servent plus à tuer ses proies, l'éducation de ses sens reste néanmoins portée vers leur détection. On a des biches, des coyotes et aussi des renards qui vivent en bordure de ces clairières. Et les chiens le sentent bien, d'autant plus que toutes ces bêtes les intéressent. Ces chiens viennent d'être alertés par le léger bruissement d'un petit animal dans l'herbe. Vous entendez ces aboiements? Ça, c'est pour un rongeur. L'acuité auditive du chien, du frémissement le plus insignifiant aux ultrasons les plus élevés, est remarquable. Il perçoit jusqu'à 75% de plus de haute fréquence que nous. Un bébé hérisson. Sa vue reste également prédestinée à la chasse. Même par très faible éclairage, le chien continue de capter avec précision les mouvements. En revanche, sa faculté de discernement des couleurs est inférieure de 25% à la nôtre, ce qui signifie que les teintes lui apparaissent probablement davantage pastel que vives. Qu'il s'agisse d'un hérisson, d'un chat ou d'un skateboard. Laisse-le, Pearl. Pearl, laisse-le. Le chien répond à son instinct de prédateur. Il est capable de pourchasser implacablement n'importe quel objet en mouvement, sans se soucier quelquefois des conséquences. Les chiens ont un instinct primitif qui est comme programmé en eux et qui les pousse à poursuivre ce qui bouge. Il suffit parfois qu'une cible traverse leur champ de vision pour que cet instinct se réveille et qu'ils se concentrent totalement sur leur proie. Un instinct enfoui profondément dans leur gène. Le chien garde envers et contre tout un cœur et un tempérament de loup. Il faut bien comprendre que même si on l'a modifié physiquement, qu'on l'a façonné à l'image de ce qu'il est aujourd'hui, intérieurement, il reste très proche du loup.
À l'instar du loup, le chien possède un sens poussé de la hiérarchie. S'il considère qu'il revient à un individu bien défini de mener sa meute, le chien, à la différence du loup, accepte volontiers l'homme comme membre de cette meute. Votre foyer dont il fait partie représente pour lui une meute dont il considère qu'elle fonctionnera d'autant plus harmonieusement que c'est un humain qui en est le chef. Si vous voulez que ça se passe bien avec votre chien, il faut que vous lui montriez clairement que vous prenez la position dominante. L'avantage étant qu'une fois qu'il a compris, il est le premier à se sentir rassuré. Il va se dire « Ouf, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un pour me dicter ce que je dois faire. » Voici inversement l'exemple d'une famille où Kia, âgée de 3 ans, croisée d'un Rottweiler et d'un Pitbull, joue les chefs. Allez, je vais tirer vraiment fort. Il faut qu'on apprenne à cette chienne à prendre sa maîtresse beaucoup plus au sérieux, parce que jusqu'ici, c'est elle qui mène le jeu. On doit donc lui faire comprendre que ce n'est pas elle, la chef du groupe. Loin de vouloir jouer le rôle d'une muselière, c'est ici un harnais de tête relié à sa laisse qui va permettre à Kia de prêter davantage attention à l'individu dominant. Il s'agit de corriger son problème de comportement en réveillant son instinct d'obéissance et en lui montrant qui dirige. Kia, arrête-toi. Bien. On profite de sa promenade pour lui inculquer des ordres précis et simples, comme s'asseoir et avancer. C'est là qu'elle découvre qu'il y a des fonctions qui font plaisir à sa maîtresse. Et c'est là qu'elle va comprendre que si sa propriétaire est heureuse, elle aussi a tout à gagner. Parmi ces spécimens de chiens obstinés, il en existe malheureusement de beaucoup plus agressifs. Aux États-Unis, les propriétaires de chiens méchants et dangereux peuvent solliciter l'aide de vétérinaires spécialisés dans le comportement animal. Le problème le plus fréquent qu'on rencontre, c'est l'agressivité. Ça représente environ 50% de nos consultations. C'est principalement une agressivité dite de domination, dans laquelle, par exemple, le chien mord littéralement la main de son maître quand celui-ci le nourrit. Incapables de faire face, de nombreux propriétaires préfèrent abandonner ces chiens caractériels qui finissent leur vie le plus souvent dans les refuges. On estime que 7 à 8 millions de chiens et de chats finissent dans les refuges, dans les fourrières et même chez les vétérinaires pour y être euthanasiés. Tout ça à cause d'un problème de comportement. Pourtant, la plupart de ces problèmes trouvent une solution adaptée. Les thérapies comportementales peuvent intégrer une modification du régime alimentaire, la prescription de séances de dressage. On va déjà lui donner quelque chose contre ses obsessions? Ainsi que de médicaments antidépresseurs comme le Prozac, bien connu de notre espèce. Pour communiquer ses sentiments, le chien compense son incapacité à s'exprimer en mots par ses attitudes et ses aboiements. L'aboiement revêt un nombre infini de significations. Les variations de timbre, de tonalité, de durée et de volume traduisent une palette de nuances qui peuvent aller du simple salut affectueux à l'expression des pires souffrances. Ils aboient pour un tas de raisons différentes. Ils aboient quand ils sont excités ou pour attirer l'attention sur quelque chose, ou ça peut être par simple agressivité. C'est une façon de nous rappeler qu'ils sont là, eux aussi. Ils peuvent aussi aboyer pour nous faire fuir. En d'autres termes, pour défendre leur territoire qui n'est autre que celui de leur maître. Le territoire du chien, c'est son domicile. C'est le lieu où il est en sécurité, où il se sent bien. Et par conséquent, il doit défendre cette sécurité pour en assurer la pérennité. Ce comportement renvoie à l'instinct de leurs ancêtres, qui défendaient à la fois le périmètre de leur territoire de chasse, où ils pouvaient assurer leur subsistance et leur tanière en tant que domicile. S'ils aboient pour prévenir une approche indésirable de leur domaine, les chiens marquent également les limites de celui-ci en y laissant leur urine, à la manière d'une carte de visite.
une façon de communiquer aux ennemis potentiels des informations sur leur genre, leur âge, mais aussi leur état de santé. Vous savez comment ça se passe. Un autre chien se pointe, il renifle et il se sent obligé de laisser par-dessus son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Et plus un chien pisse haut sur un réverbère, plus le suivant est obligé de renchérir. C'est ce qui a donné l'expression « c'est à celui qui pisse plus haut que l'autre ». Pour communiquer, votre chien utilise aussi très bien sa queue, ses yeux, ses oreilles et ses babines. Quand votre chien veut jouer, il va vous regarder bien dans les yeux, il va entrouvrir sa bouche et il va se mettre à halter avec enthousiasme en dressant ses oreilles en avant. Alors qu'au contraire, un chien qui se sent abattu n'aura aucune mimique particulière. Les différentes positions de la queue d'un chien en disent long, elles aussi, à la fois sur son rang social et sur son état d'esprit. Une queue dressée signale un animal confiant, dominant et en pleine possession de ses moyens. Rentrer entre les jambes indique à l'inverse un chien peureux ou qui montre volontiers sa soumission. Si la queue qui frétille annonce souvent un animal heureux, elle peut au contraire trahir un état d'anxiété ou d'anticipation d'un événement particulier, comme un affrontement. La plupart des cynophiles et des spécialistes du chien sont convaincus que la race canine ressent une large variété de sentiments, ce qui expliquerait en grande partie les liens privilégiés qui nous unissent à elle. Ils ressentent pratiquement toutes les émotions qui sont les nôtres. Douleur, plaisir, joie, peur, anxiété, jalousie. Certains pensent que leur principal instinct demeure leur capacité exceptionnelle à aimer sans condition ni ambivalence. Je pense que le sens le plus évolué chez le chien, c'est la voix de son cœur, cette aptitude unique qu'il a à comprendre ce que l'autre ressent et sa façon d'y répondre. Ce talent d'empathie du chien lui vient probablement de son instinct d'observation extrêmement développé. Les chiens savent observer et décrypter avec beaucoup de finesse le langage de notre corps, qui trahit en soi nos émotions, nos intentions. Le timbre de notre voix aussi exprime notre état affectif. Je dirais que les chiens sont un peu comme des récepteurs qui savent s'accorder sur notre longueur d'onde.